Hello à tous, bienvenue dans le deuxième épisode du podcast Imagé. Non, c'est pas le cinéma vérité, c'est le cinéma souvenir. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir deux artistes que j'apprécie particulièrement, Paloma et Hugo Michalet. Bienvenue à tous les deux. Salut Romain. Salut. Ça va, vous allez bien ? Bah ouais, très bien. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, je vous ai réunis tous les deux parce que vous avez sorti une bande dessinée qui s'appelle Paloma au pluriel. Paloma, toi, tu as écrit et c'est basé sur ton spectacle, c'est ça ? Ouais, je l'ai écrit et je la joue je joue ce spectacle depuis 1 an et demi et Hugo a mis en image. Je reçois dans ce podcast des artistes qui sont pas forcément tous liés au cinéma, mais qui ont été touchés ou impactés par un film. Et je leur ai demandé donc à tous les deux de choisir un film. Et aujourd'hui, tu as choisi quel film et est-ce que tu peux me dire pourquoi ? J'ai choisi 8 femmes de François Ozon. C'est pas mon film préféré, mais c'est le premier film qui m'a donné envie de faire du cinéma. Ok. J'avais 11 ans, je crois. Oui, 2002. Ouais, donc j'avais 11 ans. Moi, je voulais faire du théâtre. Toute ma vie, j'ai dit je vais être comédien, je vais faire du théâtre. Et je me souviens que François Ozon, il avait fait une campagne d'affichage avec une affiche par actrice. Du coup, il y avait un peu un Cluedo dans les villes de France où il fallait se promener pour voir chaque actrice sur chaque affiche. Et j'étais tombé sur l'affiche de groupe. Et je m'étais dit, mais je veux toutes les voir. Du coup, à 11 ans, je m'étais promené dans Clermont-Ferrand, toutes les trouver. Ok. Et c'était un Noël un peu particulier parce que c'était le mois de février, il neigeait. Enfin, c'était vraiment comme dans le film. Et je voulais voir Emmanuelle Béard absolument. Elle me fascinait. Du coup, j'avais marché dans Clermont tout seul pour toutes les voir. Et j'étais rentré, j'avais dit à ma grand-mère, je veux aller voir ce film. Et elle avait lu dans Télérama l'article dessus. Elle me dit, ah, c'est pas mal, il y a Daniel Darieux, il y a Catherine Deneuve, formidable, allons-y. Et ça a été un choc. Parce que là, t'as 11 ans du coup. J'ai 11 ans, ouais. Et t'as quel rapport avec le cinéma ? Genre, c'est... Bah, pas trop, en fait. J'ai pas trop de rapport. C'est-à-dire que je viens d'une famille hyper intello, mais on est plus littérature, musique ou théâtre. Mais le cinéma, c'est pas trop un truc, tu vois, dans ma famille. Mais c'est plus un choc esthétique, en fait. Je les vois sur les affiches et je me dis, mais elles sont trop belles. Je sais pas, il y avait tout me fascinait. Ok. Et c'est vraiment la première fois où au cinéma, je me suis dit, waouh, je peux en faire mon métier. Et je me souviendrai toute ma vie de cette séance. C'était un mercredi après-midi, il devait être, je sais pas, à 16h. Je vais voir 8 femmes avec ma grand-mère. On sort, il fait nuit, il y a de la neige. Et j'étais complètement bouleversé, quoi. J'étais dans le film. Et en plus de ça, je pense que j'avais jamais vu un film aussi, subversif. Jusqu'à présent, mes parents, ils m'avaient emmené voir des rééditions de Charlie Chaplin au cinéma ou des Disney, quoi. Mais voir un film où on voit autant de femmes, qui parle de homosexualité féminine, où il y a une intrigue policière, où il est question de plein de sujets qui sont quand même pas forcément faits pour des enfants. Parce que pour ceux qui savent pas, qui connaissent pas le film 8 femmes, c'est un peu un polar en même temps comédie musique. Enfin, Oui. il y a un aspect musical. En soi, le film, l'histoire a pas grand intérêt. C'est une pièce de théâtre de Robert Thomas des années 70 qui a été réadaptée au cinéma par François Ozon. Et c'est un meurtre dans une famille bourgeoise et le père de famille meurt, est assassiné et les 8 femmes qui sont présentes peuvent toutes avoir commis le crime et tout le film, c'est savoir laquelle a tué. Mais c'est une comédie musicale, ouais. Parce que tu vois, moi je l'ai revu hier et je me rappelais pas exactement, mais je trouve qu'il y a vachement une esthétique qui se rapproche d'Almodovar. Ouais. Il y a un plan notamment où, je sais plus les deux actrices, je crois que c'est Fanny Ardant, il me semble, qui est allongée par terre avec Catherine Deneuve. Oui. Et il y a un plan à la fois sur elle, sur le baiser parce qu'elles s'embrassent. Ouais. Et sur les jambes. Et sur les jambes. Mmh. Avec cette espèce de moquette rouge, ouais. Ça me faisait penser à Almodovar. Bah, en fait, c'est marrant que tu te dises ça parce que je pense que le point commun entre Almodovar et François Ozon, c'est qu'ils ont tous les deux la passion du cinéma hollywoodien des années 50. Et en fait, c'est vraiment leur cinéma respectif est très inspiré par ça, par Cukor, par Douglas Sirk, par le cinéma de l'âge d'or des hollywoodiens. Et tu retrouves des références visuelles, le Technicolor, les images sont très colorées, l'étalonnage est très saturé. Il y a de la couleur tout est coloré, t'as pas de noir, t'as pas de gris, enfin tout est en couleur tout le temps. Alors toi, tu t'appelles Hugo Bardin, Ouais. mais ton personnage de scène, c'est Paloma, Oui. donc c'est une drag queen. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus
pour ceux qui sont pas forcément familiers avec. En fait, j'ai créé ce personnage il y a, je sais pas, 5 ans, 6 ans, parce que j'avais envie de faire un film sur le drag, parce que je suis réalisateur au départ. Et comme on m'a toujours dit, tu pourras jamais jouer ce genre de truc, il y a pas de travail pour les personnages de travestis au théâtre et au cinéma. Je me suis dit, bah tant pis, je vais m'écrire un rôle. Et je regardais Drag Race, j'étais fan absolu et je voulais La trop le saison, faire. du coup, La RuPaul. saison américaine, ouais, bien sûr. Fan. Et je me suis dit, bah merde, quoi, moi aussi je peux le faire, donc je vais m'écrire un rôle. Ça sera du cinéma, ça sera safe, ça sera un télo, ça sera pas de la télé. On pourra pas me dire, ouais, tu t'amuses. C'est sérieux, c'est un film. Et en fait, en l'écrivant, je me suis dit, mais j'ai trop envie de faire du drag. Et comme ça prend vachement de temps de faire un court-métrage, enfin, tu demandes des subventions, ça peut prendre 2-3 ans. Je me suis dit, bah, autant me glisser dans le milieu drag, essayer d'en faire, tu vois, et puis peut-être que, en fait, je vais apprendre comme ça et je serai super bon dans le film. Et donc, j'ai commencé à en faire. Et puis, parallèlement, j'ai fait une série sur YouTube qui s'appelait Gourmande, où je faisais des personnages en drag, où je faisais la cuisine. Et ça m'a trop amusé. Je me suis dit, mais en fait, je me sens tellement libre en drag. J'ai pas l'impression d'avoir la pression d'être viril au cinéma, que j'ai toujours ressenti en cours de théâtre, que j'ai toujours ressenti sur les tournages, où je me sentais pas crédible quand on me demandait d'être amoureux d'une nana, ou qu'on me demandait d'être, je sais pas, d'être un cliché sobre et dans mes mouvements, tu vois. Et en fait, non, je sais pas faire. Okay. Et tout d'un coup, de jouer des personnages féminins, mais c'est comme si j'avais ouvert un truc en moi de jeu, de comédien, tu vois, où je me sentais hyper libre et légitime. Et voilà. Le film 8 femmes, du coup, vu que c'est un film que tu as vu assez jeune, tu penses que toi, ça a pu déclencher ce côté-là, sachant qu'on voit mais oui. des actrices qui chantent, en tout cas qui font en plus du lip-sync. Qui font du drag, en fait. Ouais. Pour moi, elles font du drag dans ce film. C'est-à-dire qu'elles sont surmaquillées, c'est ça que j'aime bien dans ce film, c'est qu'il a pris des actrices qui sont toutes très connues, très cultes. Il est fan. Isabelle Huppert, Catherine Deneuve, Emmanuel Béard, Fanny Ardant. Enfin, c'est des icônes du cinéma français. Il est fan lui-même de ces actrices et de leur filmographie. Et il leur fait jouer un peu la caricature d'elles-mêmes. Donc elles sont dans le stéréotype de ce qu'elles sont déjà. Et elles font du playback sur des chansons. Enfin, quoi de plus drag, moi, je trouve que c'est devenu un peu mythique, chaque prestation de chacune. Parce que limite, au début, la première fois, je savais pas que c'était une comédie. Enfin, en tout cas, il y avait cet aspect musical. Et dès que tu as vu un premier morceau, tu t'attends à en voir un autre et t'attends la prochaine séquence. Oui. Mais je trouve que le film, il repose là-dessus. En fait, en soi, il est quand même assez misogyne, le film. Il a plein de défauts, mais juste pour le plaisir de voir ces actrices s'amuser, c'est trop génial, quoi. Voir Isabelle Huppert parodier la pianiste qu'elle a joué l'année d'avant. Elle a eu un César pour ce rôle. Et elle le parodie en faisant message personnel. Pour moi, c'est iconique. Enfin... Alors, tous les deux, vous avez des parcours différents. Hugo, t'es au Gobelin, c'est ça, l'école des Gobelins? Ouais, ça fait 5 ans. Et 3 ans de bachelor. Ça se passe comment? Ça se passe bien. C'est cool. Là, on fait le film de fin d'études, donc c'est très stressant, mais c'est trop bien. On est par groupe, donc c'est travail d'équipe tous les jours. Et toi, dans cette école, tu as réussi à exprimer ton art et à avoir ta patte? L'intérêt de l'animation, c'est qu'on peut aller un peu partout, quoi. On s'adapte un peu au projet. Mais oui, les caricatures, tout ça, ça s'est beaucoup développé quand je suis arrivé sur Paris. Donc, Après, on va parler du Roi et l'Oiseau, mais Le Roi et l'Oiseau, moi, c'est un film que j'adore, mais il y a beaucoup de choses, je trouve, dans tes dessins qui me font penser à cet univers-là. Et c'est aussi pour ça que ça me touche, tes dessins et ton art en général. Et toi, Paloma, du coup, tu as gagné la saison 1 de Drag Race France. Regardez Drag Race. La saison 1 seulement. Je plaisante. Oui, aujourd'hui, il y a 3 saisons. Il y a 3 saisons, ouais. Et toi, t'es du coup la première, on peut dire la première reine de France. La Loana de Drag Race France. Ouais, c'est ça. Exactement. Ou la Jennifer. Avec un personnage qui est très Mylène Farmer, très... Ouais, bah un mélange de toutes mes... Mais je pense que c'est pareil que pour Hugo, enfin, et que tous les gens qui créent quelque chose, tu finis toujours par parler de l'enfant que t'as été ou de l'adolescent que t'as été. Et quand j'ai commencé le drag, moi, j'avais une idée un peu précise de ce à quoi allait ressembler Paloma. C'était une femme fatale, un peu années 80, très brune, très Almodovar. Et finalement, je suis devenu un mauvais sosie de Mylène Farmer. Parce que finalement... mauvais sosie, mais... Non, mais je plaisante, mais au fur et à mesure, je me rends compte que les trucs qui me parlent et les trucs que j'ai envie de faire, c'est des trucs très liés à mon adolescence. C'est Lady Oscar, c'est les Misérables que je lisais en boucle quand j'étais...
gamin, ou Les Trois Mousquetaires, toi, c'est des héroïnes plutôt de la littérature. C'est Le Chevalier d'Éon, c'est Mylène Farmer. Alors du coup, Hugo, toi, tu as choisi le film Le Roi et l'Oiseau Ouais, Alors c'est les dialogues de Jacques Prévert, c'est ça? c'est ça, ouais. Et c'est réalisé par Paul Grimaud. Pourquoi t'as choisi ce film? J'ai choisi ce film parce que c'est genre, je pense, un des films qui m'inspire le plus, artistiquement parlant. Et je sais pas, il est très très important. Et à chaque fois que que j'arrive pas à dessiner, que j'ai un art block, je le re-regarde et ça me rappelle pourquoi genre je dessine. Même si quand je l'ai vu quand j'étais petit, je l'ai genre détesté. Tu l'as Il fait détesté. peur, ouais. C'est vrai c'est un film qui a une histoire particulière parce qu'il a eu une première version qui était La Bergère et le Ramoneur. Ouais. Alors je crois que c'est juste après la Seconde Guerre mondiale que les deux, donc Paul Grimaud et Jacques Prévert, se sont retrouvés pour créer ce film. En quoi, toi, cette version et ce film, aujourd'hui, ça reste pour toi un classique du cinéma d'animation? Moi perso, j'ai vu les deux versions, mais quand j'étais petit, la version que j'ai vue, c'était celle du Roi et l'Oiseau, du coup. Ok. Après, j'ai trouvé sur internet il y a longtemps La Bergère et le Ramoneur. Mais je pense aussi ce qui me plaisait beaucoup, c'était le côté conte. C'est inspiré de Andersen et les contes d'Andersen, c'est toute mon enfance, quoi. Mes grands-parents, ils me disaient ça tout le temps. Et oui, je sais pas, dans les visuels, il y a un truc très caricature, tu vois. C'est Paul Grimaud, il a inspiré Miyazaki. Et même son dernier film, il y a que des clins d'œil au Roi et l'Oiseau. Hein. Puis même l'héroïne très poupée Ouais, et avec le le- méchant très caricaturé. Ouais. Ouais, de fou. En vrai, le cinéma français, en tout cas d'animation, hein, il inspire beaucoup le Japon et les États-Unis, en vrai. Au final, c'est vrai que c'était quand même le premier long métrage. Enfin, c'était pas le premier, mais c'était le premier qui a été lancé. Puis il y a vraiment ce truc de. Il est sorti, il a eu un peu de succès, mais Tu l'as après, vu à en quel fait- âge, toi? Ah, je l'ai vu petit, hein, je me souviens plus, mais je pense que je devais avoir 4, 5, 6. Ouais, mais pareil. Ouais. Et c'est C'est vraiment marquant. très Au début, marquant. je le ouais. détestais. Genre, ma mère, elle me l'avait mis. J'avais vraiment la miniature. C'était. Et j'avais aussi les bonus, tu sais, de Paul Grimaud avec la table ronde. Donc, j'avais vu pas mal de ces films, mais ouais, le Roi et Alors, l'Oiseau, c'est pour ceux qui spécial. connaissent pas Le Roi et l'Oiseau, au départ, donc c'était centré sur la bergère et le ramoneur dans la première version, et là, on a cet oiseau, et face à lui, on a un roi qui est très arrogant, tout petit, et c'est cette confrontation entre les deux personnages qui vont à la fois évoluer dans une ville totalement vide, presque, où il y a une architecture qui est, toi, ça a dû potentiellement vachement t'inspirer. L'architecture, elle est complètement, on a l'impression d'être à Venise en même temps, une Ouais. espèce de tour de Très Babel. Dali, hein. Oui. Les décors. C'est un film qui est aussi très politique par rapport à ce qui se fait en termes de cinéma d'animation. Ah oui, puis c'est tellement noir. Moi, je me souviens que je le regardais beaucoup quand j'étais petit. Moi, j'adorais. Mais effectivement, c'était pas les Looney Tunes, quoi. Tu te marrais pas en le regardant. La musique aussi, elle était tellement sombre dans ce film. Alors, du coup, vous avez sorti une bande dessinée qui s'appelle Paloma au pluriel. C'est aux éditions Akata. Ouais. Merci. Cette bande dessinée, du coup, c'est votre lien à tous les deux. Vous êtes rencontrés comment déjà pour faire cette bande dessinée? Comment ça s'est fait en fait Bah, Hugo faisait des caricatures. Ouais, voilà. Il se foutait Drag de Race est notre sorti, gueule et- sur Internet, en fait. C'est ça. Tu faisais des caricatures des drag Ouais, queens en ouais, gros. bah, en vrai, j'ai commencé avec Hugo. Du coup, c'est la première que j'ai faite. Puis après, j'ai fait toute la saison 1. Ok. Et après la saison 2, etc. Et ça a pris. Ça a... Et en vrai, il y a beaucoup de gens qui nous dessinent. Enfin, c'est vraiment le public de Drag Race, il est très créatif, donc on recevait des tonnes de dessins tous les jours. Et je sais pas, Hugo, et ça m'a marqué. Je me suis dit, il a un truc en plus. Et je suis allé voir sa page et je pensais qu'il faisait que de la caricature, mais en fait, pas du tout. On parlait du Roi et l'Oiseau, mais c'est il est hyper versatile. Et justement, il a des dessins, mais on a l'impression que c'est des peintures Totalement. vraiment traditionnelles, faites à la main et tout. Je me suis dit, mais il est trop fort. Et je lui ai proposé de faire l'affiche du spectacle. Ok. Donc ton spectacle, c'est Paloma au pluriel. Ouais, Paloma au pluriel, que j'ai commencé à jouer en septembre 2023. Hugo a fait l'affiche et puis le spectacle a eu un succès inattendu. Enfin, moi, je m'attendais pas à ce que ça marche autant et on a Parce que là, rajouté. t'es en tournée, du coup, Ça fait 1 an et demi que je suis sur scène. Et à un moment, mon agent littéraire m'a dit, est-ce que tu veux qu'on édite le texte? Je me suis dit, bah, c'est dommage de juste sortir le texte comme ça. On pourrait faire un objet un peu plus drague. Ouais. Et la BD, je trouve que ça fonctionne parfaitement parce que, enfin, Hugo, tu vas pas me contredire, mais le drag, c'est du dessin. Tu vois, moi, j'ai l'impression d'être un cartoon. Complètement. On a fait plein de styles différents. En gros, l'idée, Ok. c'était que chaque. Bah, c'est un peu comme. C'est un peu une vibe de 8 femmes, de ce truc de chaque personnage différent, un peu ce truc de caricature. Ouais. Mais là, vu qu'on a la possibilité de faire un dessin, on poussait encore plus ça. On les a toutes vraiment
C'est génial parce que moi, je joue avec un petit costume noir sur une scène noire où il y a rien, tu vois. C'est que l'imaginaire qui est invoqué tout le temps. Ouais. Là, tout à coup, on peut mettre tous les personnages qu'on ne voit pas dans le spectacle, on peut créer les décors que moi j'imagine, les costumes que moi j'imagine. Donc la limite, c'est notre imagination, en fait. Et pour chaque sketch, on s'est vraiment amusé à avoir une esthétique différente. Par exemple, t'as La Bourgeoise, on s'est dit on va être dans les Aristochats de Disney. Quand tu dis les Aristochats, tu parles du style. Du style, oui. Ok. Ouais, c'est un mix de plein de choses en fait à chaque fois, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des DA assez définis. On commence avec Fanny où c'est très caricature, Triplette de Belleville, Ok. un peu Black Sad dans les colorimétries, très Ouais. français. Ensuite, on est plus américain dans des couleurs très technicolor, tu vois, et une petite maison de bourgeoise. C'est quoi Technicolor pour les gens qui savent? Parce que c'est. C'est vraiment quand les couleurs sont très saturées. Ok. Par exemple, quand tu regardes un film avec Marilyn Monroe, le rouge à lèvres, il est très rouge. Les lumières sont très fortes et du coup, ils accentuent chaque couleur. Donc, c'est vraiment c'est le passage du noir et blanc à la couleur. Ils sont pas allés dans la demi-mesure, quoi. Ils sont passés de l'un à l'autre de manière extrême. Quelle partie ça ressemble le plus au Roi et l'Oiseau en termes de style de dessin? Je dirais entre Marie-Antoinette peut-être. Oui, je dirais que Marie-Antoinette quand même. Bah, il y a le Marie-Antoinette, roi et c'est l'oiseau très attend beau, là-dedans. Je crois que c'est une de mes parties préférées Putain. de la bande C'est dessinée. celle qui ressemble le plus à Hugo, je pense. Ouais. En termes Ouais. d'esthétique, c'est Mais là, tu ton vois, là, il y a le esthétique. roi. Je sais pas si on voit, si je fais comme ça, mais il y a là, c'est le visage du oui, roi. mais à chaque fois que je le vois, cette image, je me dis, mais ça me fait penser à quelque chose. Ouais, Bah oui, c'est le roi. C'est le roi. Notamment ce sketch-là, c'est amusant de le dessiner parce que moi, sur scène, je suis vraiment statique dans mon cadre et puis je fais parler Marie-Antoinette sur sa vie. On est dans un musée, donc elle descend du cadre et elle se promène dans d'autres tableaux et Très roi et l'oiseau, même dans ce qui se passe. complètement. Très belle ouais, référence. c'est ça. Et alors, comment ça se passe pour faire une bande dessinée comme ça? Vous avez mis combien de temps? C'est quoi le processus? Bah, là, le contexte était un peu spécial parce Ouais, que moi, c'est je suis en spécial. études, donc déjà, j'étais pas en full time dessus. Et puis, ouais, le projet, on devait le sortir parce qu'il y avait les dates littéraires et tout. Donc, c'était. Mais en vrai, on s'est bien débrouillé pour le temps qu'on a Toi, eu. tu dessines assez vite. Oui, déjà, il y a de ça parce que je suis en cinéma d'animation, mais là, Qu'est-ce Non, que tu veux mais dire, Paloma, dessus? il est hallucinant. Il est tout le temps avec sa tablette en train de dessiner et on discute. Il a déjà fait 4 dessins. Non, il va très vite. Ok. Je l'ai exploité pendant 3 mois, mais il a bossé comme un malade. Non, mais c'est cool parce qu'on abordait un peu ensemble et tout. Du coup, il y avait vraiment ce truc dont on interagissait ensemble. Hugo, il mimait le spectacle. Donc, vraiment, j'ai l'impression d'avoir vu le spectacle 1000 fois. On a Mais ouais, cette- c'était. on a Je cette dessinais même- en live. Donc, après, on faisait ce truc on bossait pas ensemble constamment, tu vois, mais on était tout le temps. Je lui envoyais, il me faisait des retours. Donc, c'était vraiment avec échange, quoi. On a bossé à deux dessus. Même si il y a que moi qui ai dessiné à la fin. C'est genre notre patte à tous les deux. Genre, j'avais possibilité de mettre des petits trucs et Complètement. des clins d'œil et tout. Moi, si je suis venu chercher Hugo, c'est parce que je voulais aussi qu'il s'amuse. Enfin, c'est quand Ouais. même l'occasion. Puis on a cet avantage tous les deux, c'est qu'on est réalisateurs. Moi, je réalise au cinéma, lui, il fait de la réalisation d'animation. Donc on a ce regard en mouvement, en 3D, enfin pas en 3D, mais Ouais, en action. Et c'est vrai que quand on a commencé à faire le storyboard, Ouais. donc on a dessiné chaque plan, vraiment chaque image, on n'était pas là à se poser la question de comment on anime les choses en réel. En fait, on avait tout de suite une vision de cinéma, avec des plans de cinéma, et ça allait super vite entre nous. On a dessiné le storyboard, assez vite, ouais. on a fait 3 sessions. Et après, on me prenait en photo, et moi, je rejouais. Ah, c'était chouette. Mais ouais. Et puis, moi, ce que j'ai rêverais de faire, c'est des capsules en dessin animé de ça. T'as déjà fait des courts-métrages d'animation? Ouais, j'en ai déjà fait, mais pas enfin, c'était en contexte scolaire. Ok. Enfin, en vrai, c'était vrai film. Oui, mais avec des ambitions professionnelles, t'es quand même. Le film hommage que tu as fait à un ancien professeur de Ouais, l'école Fred. des Gobelins, qui est, je trouve, magnifique, ce film. Moi, ça me fait penser justement au Roi et l'Oiseau, parce que là, la version qu'on connaît aujourd'hui du Roi et l'Oiseau, elle est sortie sans Jacques Prévert, puisqu'il est décédé, je crois, un an ou quelques années juste avant que le film sorte. En tout cas, la version qu'ils aimaient tous les deux, Paul Grimaud. Et donc, il y a aussi ce côté hommage où je crois qu'il avait même laissé une place vide à la projection à côté de lui pour J'avais pas cette info, c'est que. voilà. C'est beau, hein, Et ça me fait penser un petit peu à l'hommage que tu qu'il est mort dans le film. Bah, quand on fera Paloma Pourel saison 10, peut-être que tu devrais laisser une place à côté de toi pour moi, parce que je serai plus là. dans les drag queens avec qui tu as collaboré, parce que vous travaillez aussi ensemble, vous Bien voyez sûr. souvent, vous êtes proches, vous êtes Oui. Et puis j'ai plein de projets avec certaines. Moi, je suis très proche de Cam, de ma saison, Cam Young. Je suis très ami avec le Philippe aussi, qui vient de gagné la saison ouais. 3. Puis on est quand même pas si nombreux à être comédiens. Donc je pense qu'à un moment, on va devoir faire un projet ensemble, c'est sûr.
Toi, tu t'entends bien avec ceux qui ont cette fibre. Moi, je m'entends bien avec toutes, mais c'est vrai que j'ai un peu plus un lien avec celles qui sont marrantes. Ouais. Le drag, c'est marrant. Moi, quand c'est pas drôle, le drag, ça m'ennuie. Voilà. J'ai besoin que ce soit beau et drôle. Toi, 8 femmes, c'est un film qui t'a beaucoup inspiré. Est-ce qu'il y a d'autres films qui ont eu le même impact pour toi dans ta cinéphilie? En fait, je me rends compte que les films que j'aime et qui me marquent et qui vraiment ont un impact, c'est toujours des films où la forme visuelle est très importante. Le cinéma d'Almodovar, très clairement. Tous ces films des années 80-90, tout particulièrement. Le cinéma de Peter Greenaway, qui est je pense, mon réalisateur préféré. Ok. Le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant, c'est un chef-d'œuvre. Il faut absolument que tu le vois. Je me disais, je connais pas. Visuellement, mais ça va te vortexer. Et le cinéma de Robert Altman, Gosford Park, voilà. Le cinéma anglais, j'adore. Et c'est quoi ton rapport avec... comment t'as construit ta cinéphilie? Tu t'allais au cinéma, du coup tu disais qu'avec ta grand-mère, donc, pour la séance de 8 femmes, c'était un peu exceptionnel. Oui. Est-ce que c'était tout le temps aller au cinéma ou est-ce que c'était aussi des... À partir du moment où j'ai vu 8 femmes, le cinéma est devenu une obsession. Donc j'avais les abonnements à toutes les salles, donc j'allais au cinéma tout le temps. Après, j'ai rencontré des gens avec qui j'ai partagé ça. Et je me rends compte que c'est un lien que j'ai avec tous mes amis, c'est qu'on aime le cinéma et qu'on aime les mêmes films, en fait. Mais tous les gens avec qui je travaille, hein, regarde, c'est pas pour rien qu'on a réussi à faire cette BD, c'est parce qu'en fait, on a des films en commun. On est fans tous les deux de Jacques Demy et ça se ressent aussi dans notre travail. Du coup, Hugo, comment t'as construit ta cinéphilie? Est-ce que tu t'allais au cinéma, tu regardais tes films chez toi? Moi, je pense que ma cinéphilie s'est beaucoup construite grâce à mes grands-parents, surtout. Ok. Parce que du coup, je regardais beaucoup d'opéra et de... Mon grand-père m'a fait voir La Flûte enchantée hyper tôt. Donc tout ce Tu regardais les opéras filmés, du coup. Oui. Ok. Ouais, des ballets, je regardais le Casse-Noisette et tout. Et puis beaucoup Disney. Donc dès qu'il y avait des princesses, des fées, tout ça, l'univers fantastique. Et si vous deviez dire, je sais pas, un artiste qui aujourd'hui c'est la personne que vous respectez le plus dans cette industrie? Pour moi, Almodovar, je trouve que c'est le seul réal qui ne s'est jamais, comment dire, qui ne s'est jamais trahi. Je trouve que des années 80 jusqu'à aujourd'hui, il est resté très honnête dans ce qu'il fait. Même si j'aime moins ce qu'il fait aujourd'hui parce que je trouve que c'est moins. Douleur et gloire est très C'est un beau. très très beau film, oui. Mais je trouve maintenant il fait des films plus sérieux. J'aimais bien quand il y avait de l'humour noir. Je trouve que ça a un peu disparu de son cinéma. Mais jusqu'à aujourd'hui, je trouve qu'il a réussi à garder l'essence même de son cinéma et son honnêteté. Là où François Ozon, je trouve que c'est devenu un peu un réalisateur bourgeois. C'est moins punk. Sitcom, sur ses premiers films, c'était quand même... Il y avait une jeunesse, il y avait une revendication dans son cinéma que je retrouve plus aujourd'hui. Et toi, du coup, Hugo, ça Moi, serait je qui? dirais Michel Oslo. Michel Oslo. Ouais. Donc, qui a fait Kirikou, Azur et Asmar. Azur Asmar. Mais oui. Pour le coup, Le Roi et l'Oiseau, peu de gens le connaissent. Aujourd'hui, oui, je pense que les gamins, ils regardent pas Le Roi et l'Oiseau. Mais c'est dommage d'ailleurs, parce que... Mais regarde des rêves digérés, genre Ghibli, c'est un peu du Roi et l'Oiseau digéré, Voilà. quoi. Exactement. Par des japonais, mais en soi... je pense que les gens aimeraient beaucoup Le Roi et l'Oiseau. Hein. Les gens qui aiment beaucoup Ghibli pourraient kiffer. En vrai. Je trouve que c'est important quand t'es gamin de voir des trucs un peu cruels. Oui. De pas voir que des choses lisses et gentilles. C'est pas... Mais même, on parlait de Podane, de Jacques Demy, c'est hyper pervers, Podane. Elle veut épouser son père, quand même. Il y a des trucs quand même très ambigus. Et en même temps, ça éduque sur... Enfin, c'est des... Dès que c'est du conte, hein. Le conte, c'est... Ouais, le conte, c'est vrai que le noir. conte, La c'est petite fou. sirène, c'est trash à la base comme histoire. Paloma, je voulais aussi qu'on parle des Jeux Olympiques, puisque tu as participé à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Est-ce que tu peux m'en parler? C'est quand même Ouais, extraordinaire. c'est Thomas Joly, le metteur en scène. Ça se refuse pas. Enfin, c'est vraiment un truc qui est vu par des millions de personnes à travers le monde. Parce que ça a été donc c'était le tableau, le fameux tableau, c'était sur un pont. C'était le tableau festivité, ouais, qui était sur la passerelle du Billy. Et l'idée, c'était de faire une espèce de ballroom géante avec des danseurs et des artistes de la communauté queer principalement. Ok. Aussi pour montrer la diversité dans l'art et dans la danse, qui est un sport. Ouais, c'était chouette. C'était stressant. Ouais. Il pleuvait beaucoup. On Oui, était c'est très ça. mouillés et on s'est fait Vous avez beaucoup eu des insulter. préparations du coup sur le pont sous la pluie ou c'était... Non, on a répété dans le plus grand des secrets dans des stades, dans des hangars et des gymnases. Ok. Et puis il faisait très beau la veille quand on a répété. Et puis le jour J, ça a été le déluge. Donc on a été sous la pluie, mais c'était chouette. C'était une expérience folle, quoi. Et comment tu l'as vécu? Parce qu'il y a eu certaines personnes qui ont un petit peu gueulé, entre guillemets, sur cette séquence en particulier. Bien sûr. Comment tu l'as vécu? Ça s'est passé comment, en fait, pour vous, à ce moment-là?
Je l'ai pas très bien vécu, je vais pas te mentir. Après, j'ai tellement l'habitude quand je passe à la télévision dans un contexte autre que celui de Drag Race d'être insulté. Parce que là, c'est vu par des millions de personnes. Des millions de personnes. Mais même quand je fais Fort Boyard, si tu veux, je me fais insulter parce que on ne veut pas me voir dans ce contexte-là. Si c'est à 23h dans une émission sur les drag queens, ça passe. Si c'est dans un club, ça passe. Mais tout à coup, à une heure de grande écoute, à la télévision, c'est toujours oulala, oulala, oulala. Et là, c'était des millions de personnes. Je crois que c'était 6 ou 7 millions de personnes qui ont regardé. C'est fou. Donc, si tu veux, c'est tout d'un coup, on se retrouve face à des gens qui n'ont pas envie de nous voir, qui n'ont pas envie de voir de personnes trans, qui n'ont pas envie de voir drag queen, qui n'ont pas envie de voir de personnes racisées. Et en plus, on nous a un peu accusés d'avoir voulu parodier Le tableau de la scène de Léonard de Vinci, ce qui n'était pas le cas. Et quand bien même ça serait le cas, c'est un tableau qui a été très parodié par les Simpsons, par Disney, Bien sûr. Donc bon, qu'est-ce qui pose... Là, c'est devenu problématique. Ce qui pose problème, c'est parce qu'on est des personnes queer, voilà, tout simplement. Donc on a dû faire face à beaucoup de violence, mais écoute, c'est comme ça. Moi, j'ai été relativement épargné. Hein. Je pense à Barbara Butch. Barbara qui est la DJ. La DJ qui était au centre. Elle s'est pris non seulement des remarques lesbophobes, mais grossophobes, et puis surtout antisémites. Moi, mon malheur, c'était d'être une drag queen. Ça va. Aujourd'hui, maintenant, t'en gardes quel souvenir de cette... Plutôt un bon souvenir. Après, ce que je regrette, c'est que ça a quand même gâché la fête. On a eu énormément de violence. Énormément. Alors que pour moi, c'était un événement comme un autre. Enfin, C'était de l'art, Oui, puis on était là pour célébrer la diversité de la France et la diversité aussi dans le sport et dans la culture. Donc bon, on faisait rien de mal, quoi. Je trouve qu'il y a plus grave sur Terre en ce moment à signaler. Il y a la guerre, il y a des explosions, il y a des génocides. Je pense que c'est hautement plus important que 3 drag queens qui dansent sur du Corona. Mais je trouve que c'est hyper important que, au final, vous soyez beaucoup plus présente et présent dans le paysage audiovisuel, parce que déjà, il y a eu l'arrivée de l'émission Drag Race en France, mais il y a aussi, du coup, par le biais des Jeux Olympiques, ce tableau qui était marquant et qui, du coup, fait découvrir aux gens qui connaissent pas. Mais moi, je fais que ça. Mon but dans la vie, c'est de sortir aussi du public qui nous connaît. J'ai fait Drag Race, c'est merveilleux. Et puis le Drag Race, le public, il a grandi. Et maintenant, il y a de plus en plus de gens qui, a priori, des jeunes aussi. De jeunes, de moins jeunes, qui regardent l'émission et qui sont alliés. Mais je vois mon spectacle, moi, la salle, elle est remplie de tous les publics. Là, j'ai vu une story de toi qui disait que tu avais joué devant des personnes âgées et que tu t'attendais pas forcément, en tout cas ce soir-là, à être face à ces personnes. J'en ai pas toujours autant, disons. Quand je joue le spectacle, j'ai l'habitude de voir des fans de Drag Race ou des queers ou des gens de mon âge. Il y a de plus en plus de gens d'autres générations. Mais c'est vrai que là, j'ai joué, par exemple, dans une salle municipale où il y avait 70% de la salle, c'était des personnes âgées qui ne me connaissaient pas. Ok. Et là, ça devient intéressant. Ça me perturbe parce que c'est pas mon public habituel. C'est quoi? C'est une petite pression quand même? C'est une pression parce qu'ils vont pas avoir le rire facile. Ils sont pas acquis. Enfin, je vais pas. Je sais que ça va pas être simple, mais justement, si j'arrive à séduire ce public-là, je crée un nouveau public, un public d'alliés. Donc c'est intéressant. Mais moi, ça m'intéresse pas de rester dans la bulle. Bien sûr. Je me suis retrouvé à faire Walking Dead 2 saisons. Les fans de Walking Dead, ils étaient choqués. Ils étaient là, mais qu'est-ce qu'une drag queen vient foutre dans notre série bien virile sur les zombies, quoi. Bah ouais, mais d'ailleurs, t'étais en Paloma, du coup. J'étais en Paloma. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller justement titiller les publics qui n'ont pas envie de nous voir et de dire, si, on est là, regardez. Même dans Walking Dead, il y a des drag queens. En tout cas, merci pour ce message que je trouve qui est hyper important. La bande dessinée, elle est disponible. Elle est disponible dans toutes les bonnes librairies, que ce soit les Fnac, mais également les librairies queer. On va faire une tournée de dédicaces avec Hugo, là, qui commence. Donc, on va aller dans toutes les grandes villes. Ok. Je sais qu'on sera au festival d'Angoulême. On va faire plein de choses. Je serai au théâtre à partir du mois d'avril, dans le prochain spectacle de Valérie Le Sort, au théâtre de l'Atelier. Ok. Une pièce d'Anouk Lévin qui s'appelle Que d'espoir. Très cynique, très humour noir, tout ce que j'aime. Et voilà, plein de projets. Moi, il y aura le Pierre et Gilles en décembre qui serait sorti. Ah oui, Pierre et Gilles, tu peux juste expliquer? Oui, en gros, en vrai, ça fait sens parce que c'est des artistes qui m'inspirent beaucoup et c'est très cinéma, ils sont très inspirés par... C'est un duo de photographes? Ouais, c'est un couple homosexuel de photographes qui sont là depuis quand même des années. Donc, ils ont connu les années SIDA et tout, et ils sont incroyables. C'est un duo iconique de la photo queer, ouais.
Photo va sortir, elle est pas encore sortie, c'est ça? Bah, elle est finie, mais l'exposition est à Metz. Ok. Et c'est une rétrospective sur Verlaine, en gros, qui réunit plein d'artistes, des dessinateurs, des photographes, des peintres et tout. Très Donc bien. voilà. Mais merci beaucoup à tous les deux. J'étais ravi de vous recevoir dans le deuxième épisode. Vous pouvez retrouver cet épisode du coup sur YouTube. Donc soit vous le regardez sur YouTube, et sinon c'est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Merci à tous les deux Merci, Ron. et à très vite pour un nouvel épisode de Imagé. Non, 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 c'est pas le cinéma avec les filles. Le cinéma s'ouvre